Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je reçois Véronique Gaspard, formatrice à la communication non violente dite CNV et cofondatrice de l'association Déclic Éducation. La CNV a changé la vie de Véronique, car comme elle le dit, il s'agit plus d'une éthique que d'une éducation pour elle. Nous revenons ici sur les origines de cet outil, sur les mécanismes qui distinguent la CNV des autres types de communication, et dans quelle mesure elle propose une approche différente de l'échange, du rapport au conflit et à la force. Véronique nous explique comment la CNV permet de pacifier la relation à soi et de rayonner autrement dans sa relation aux autres. Car comme elle le dit si justement, le monde extérieur est en réalité à l'intérieur de soi. Et si vous souhaitez soutenir le podcast, pensez à mettre 5 étoiles et un mot doux sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Véronique. Bonjour. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Oui, je suis ravie de t'accorder ce temps-là et partager ce qui m'anime depuis de nombreuses années. Super, et je suis ravie de te recevoir aussi sur Epion Podcast. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un super sujet qui est la communication non violente. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on parle un peu de toi, Véronique. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, et nous expliquer ce qui t'a amené à t'intéresser à la communication non violente, dite aussi CNV, dans ton parcours? Alors, me présenter, ça reste un truc assez complexe. Je crois que je suis quelqu'un qui continue de chercher inlassablement à donner du sens à ma vie et à contribuer pour les gens qui sont autour de moi et peut-être plus grands à certains moments. Mon métier d'infirmière m'a beaucoup aidé à vivre ça. Depuis la réanimation, après l'accompagnement en fin de vie, puis à l'éducation nationale comme infirmière scolaire. Et c'est là où j'ai découvert la communication non violente. Et ça m'a aidé dans la relation avec les jeunes que j'avais dans l'infirmerie, puisque un grand nombre finalement étaient malades de l'école et que moi, avec le Spasfon et le Doliprane, je voyais bien que ça jouait pas. Et j'étais tellement démunie avec ces jeunes, plus mes propres enfants, ma famille, que quand j'ai découvert la CNV, je me suis dit peut-être qu'il y a une clé dans ce processus qui pourrait me donner des moyens à un niveau différent de ceux que j'ai, puisque je me suis rendu compte que non seulement je savais pas écouter, donc pour une infirmière c'était quand même une caricature, mais que la plupart du temps j'étais embarquée dans des jugements et que je sais pas, comme si je considérais que les miens avaient certainement des raisons d'être, mais que les jugements des autres ça me plaisait beaucoup moins. Donc je crois que c'est le fait d'être démunie en fait devant ces jeunes et les jeunes qui étaient mes enfants que j'ai vu la CNV comme une opportunité de changement pour moi. Super, je te remercie d'avoir partagé ça avec nous. Alors du coup, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est la communication non violente? Comment tu la définirais? Et pourquoi elle a vu le jour d'ailleurs? Quel est son petit historique? Alors quand Marshall Rosenberg se fait casser la figure, il a 7 ans, lors des tensions raciales de Détroit. Et ce qui le choque à ce moment-là, ce petit garçon, c'est de voir la joie que les 2 garçons qu'il traite de youpins semblent avoir en lui cassant la figure. Et comme ce petit garçon vit dans une famille où sa propre maman et son oncle s'occupent de sa maman et qui voit aussi la joie que ces 2 personnes ont de s'occuper de cette maman en fin de vie, il s'interroge sur qu'est-ce qui fait qu'il y a des humains qui ont de la joie en cassant la figure quand d'autres ont de la joie en contribuant, même si a priori
c'est pas spécifiquement drôle que d'accompagner sa propre maman en fin de vie. Et donc, il va devenir docteur en psychologie, toujours avec cette idée de comprendre l'humain. Et quand il rejoint le laboratoire de Carl Rogers va continuer de comprendre ce qu'est la psychologie de l'humain, et Rosenberg fait un pari. Il se dit, il est possible que dans notre langage, il y a des choses en fait qu'on reproduit à l'insu de notre plein gré et qui contribuent à entretenir le bazar dans le monde. Et que ça s'appelle communication non violente pour des raisons. Il y a plein de raisons. À la fois, c'est parce qu'il a une voisine qui faisait des stages qui s'intitulaient comme ça, et que il voyait que dans les stages de cette femme, c'est des gens que lui, il aurait aimé recevoir. Et puis, qu'il y a aussi une façon d'honorer les gens qui ont marché sur le chemin de la non-violence. Et moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est d'affirmer un non à la violence. Dans communication non violente, je dis non en fait à toute forme de violence. C'est super, et du coup moi ça me faisait justement me poser une question, est-ce que cette terminologie communication non violente, elle part du principe que toutes les autres formes du moins de communication sont nécessairement violentes aussi? Est-ce qu'elle se définit par opposition aux autres formes de communication? Alors quand on parle de communication, c'est la communication en fait, c'est notre langage conditionné. Et quand on parle de langage conditionné, c'est surtout celui des pays dits civilisés, parce que quand Rosenberg s'intéresse aux tribus qu'on nomme primitives, il se rend bien compte qu'il y a des lieux dans lesquels la communication, elle est au service de notre humanité. Et il part d'un présupposé qui était fou, il y a 70 ans maintenant, qui était que les êtres humains, à la naissance, ils aiment contribuer. Aujourd'hui, on le prouve en psychologie. Il y a plein de tests qui sont faits avec des petits, où quand on met, deux enfants à table avec devant eux une cloche, et quand on lève la cloche, il y en a un qui a un hamburger et pas l'autre, et ben spontanément l'enfant qui a le sandwich, il partage. Et donc lui, il s'est dit, je voudrais bien regarder ce qui dans nos habitudes de langage permet à un moment qu'on oublie en fait cette nature-là. Et donc ça va être sa quête. Il y a des peuples pour lesquels la communication non violente, je dirais, en tout cas telle que lui il l'a co-créée, ça leur servira à rien. Ils vivent dans cette coopération, dans cette collaboration, dans cette attention partagée les uns aux autres. Et que en établissant ce processus qui a émergé de ces recherches, c'était simplement pour qu'on mette notre attention là où on augmente les chances de maintenir cette motivation à contribuer. Cette observation, il l'a faite quelles que soient les cultures, parce que j'entends qu'il y a la notion de développement, mais quel que soit le prisme culturel dans lequel on se trouve, on retrouve cette observation-là, qu'il y a une forme de violence dans la communication? En tout cas, lui, ce qui l'a motivé, c'est de regarder qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de gens qui soient en guerre. Et qu'est-ce qui fait que, si on interroge les gens, il n'y a aucune personne qui se lève le matin avec l'idée d'aller pourrir la relation avec son compagnon, sa compagne, ses enfants ou ses voisins, et qu'à la fin de la journée, il y a quand même beaucoup de gens qui sont plus ou moins heureux de la journée qu'ils ont passée. Et moi, j'ai beaucoup appris quand j'étais infirmière en accompagnement fin de vie. C'est une période où je m'interrogeais beaucoup sur avec quoi on part finalement quand on quitte cette enveloppe terrestre là. Qu'est-ce qui nous reste? Et moi, j'ai jamais eu d'échange autour de la richesse, autour des possessions. Et quand j'échangeais avec ces personnes-là, il y avait toutes les célébrations des relations qui étaient joyeuses, et puis il y avait tous les deuils des drames qui s'étaient passés et qui n'étaient pas réglés. Et donc je me suis dit, il y a un enjeu à aller regarder comment est-ce qu'on peut maintenir au mieux les relations. Alors, c'est tellement vaste en fait, parce que moi ça fait un peu plus de 18 ans que je suis penchée sur l'exploration de ce processus et j'arrive pas à en faire le tour. Les fondements pour moi, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que je te disais, l'électrochoc, c'est de mesurer qu'à moi toute seule j'ai été un terroriste, là où moi j'estimais que la violence elle était à l'extérieur de moi. Alors pas parce que j'étais une sainte, mais je trouvais que j'étais pas pire que les autres.
Et que à la fin du premier module, quand j'ai réalisé que dans ma façon de m'exprimer, je pouvais générer à moi toute seule énormément de violence, j'ai pris un choc. Parce que ce que je te partageais tout à l'heure, tout mon langage était tourné autour des jugements, des ordres, des exigences, et puis du déni total de responsabilité de mes actes ou de mes émotions. C'est-à-dire que moi, je passais mon temps à dire aux élèves que si j'étais fatiguée, c'était à cause d'eux, et à mes enfants que si j'en pouvais plus, c'était certainement à cause de leur comportement. Donc le fondement de la CNV, il est dans cette subtilité d'aller regarder comment est-ce qu'on a été éduqué avec une forme de langage qu'on reproduit, et de regarder quel type de société on va maintenir avec ce langage, et peut-être on y reviendra. Et puis, un des fondements aussi, c'est de regarder, parce que dans les habitudes, oui, de langage, il y a toutes les habitudes d'écoute, et de regarder que quand même, un des axes de la CNV, c'est de développer une capacité d'empathie particulière, qui va soutenir certains grands présupposés que les éducateurs ont, qui seraient de rendre autonomes les gosses à côté desquels nous sommes. Et puis, on va remettre au centre les émotions. C'est-à-dire que on va mieux comprendre le fonctionnement de l'être humain avec la communication non violente. C'est-à-dire que on va basculer de je suis fatigué à cause de toi à je suis fatigué, j'éprouve de la fatigue, je vois bien que j'ai les paupières qui flanchent, j'ai moins d'énergie, je vois que j'ai les épaules lourdes. Ça n'a rien à voir avec toi, et je vois que c'est peut-être le témoin que peut-être j'ai besoin de repos, peut-être j'ai besoin de me défouler, peut-être que j'ai besoin de retrouver des espaces où la créativité pourrait avoir une place différente, et de regarder que ce processus, au fur et à mesure de son intégration, il nous rend libres, et qu'on a été éduqués, finalement, pour être dépendants les uns des autres, être dépendants de systèmes. Donc c'est très très politique, la CNV. Et au bout de quasi 15-18 ans, là, je vois l'enjeu politique de plus en plus évident avec ce processus. Quand je parle de politique, je parle de la vie dans la cité. Et de regarder comment, si on initiait tous ceux qui ont l'envie d'être initiés à ce processus, comment est-ce qu'on pourrait créer des sociétés qui soient plus libres? Alors pas libres de faire n'importe quoi, mais libres dans le sens d'être capable de choisir et de co-créer, de coopérer pour vivre ce qu'on a envie de vivre dans les relations et plus large. Donc on démarre par soi, donc c'est d'abord une introspection, on se regarde, on regarde la façon dont on s'exprime en face des autres. Comment on arrive à quand même se défaire de ces réflexes? Parce que tu l'as dit, on les hérite, cette façon de fonctionner, on le voit bien d'ailleurs dans la famille, parfois on reprend les mêmes expressions, on a les mêmes attitudes. Comment on arrive à se défaire de ce bagage-là qui peut être très engrammé, ancré en nous? Alors, s'en défaire, c'est un grand mot. Quand Rosenberg a choisi la girafe comme symbole de la communication non violente, c'était comme pour développer un espace en nous qui puisse observer. Et donc, moi, je me défais pas de mes jugements, au contraire, je les vois, et je vais regarder, une fois que je les vois, qu'est-ce que j'en fais? Parce que spontanément, en fait, je vois les réflexes qui arrivent. Et peut-être qu'au fur et à mesure là, des années de ma pratique, il y a des morceaux à certains moments qui se voyant faire, limite la casse. Donc à un moment, je me vois dans un jugement, ok, donc j'accueille ce jugement-là, et je regarde, tiens, qu'est-ce que ça me fait, et de quoi ça parle d'important. Moi, je sais pas, un jour, j'avais entendu un chef d'établissement qui avait dit à un gamin, oh, t'es encore là cette année, je me demande bien ce qu'on va faire de toi. Spontanément, moi, dans ma tête, il se passe tous les noms d'oiseaux. Mais comment c'est possible, espèce d'abruti, mais ça se fait pas, on n'accueille pas les gamins comme ça, voilà. Donc, avant, j'aurais pu continuer à ronronner dans ses pensées, dans ses jugements. Là, avec la CNV, je prends plaisir à mes jugements et je vais aller jusqu'au bout de mes jugements, à l'intérieur de moi. Je suis pas en train de dire que la CNV me permet de juger l'autre ouvertement, mais je vais être tranquille avec les jugements jusqu'à ce qu'à un moment, je perçoive que dans mon corps, il y a une bascule. Donc je me laisse aller. Comment c'est possible qu'un chef d'établissement puisse accueillir un môme comme ça? Mais c'est lamentable, il devrait pas avoir ce poste-là, mais c'est honteux. Et puis à un moment, je vois que
c'est la tristesse qui arrive. Et ça parle pour moi de quelque chose autour d'un accueil inconditionnel, comme de laisser une chance aux humains de pouvoir évoluer. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? Eh ben, ça sert à deux choses. À la fois de voir comment moi j'accueille finalement les humains. Est-ce que je suis pas en exigence que les autres accueillent inconditionnellement quand moi je pourrais être dans un autre lieu? Et puis surtout, si à un moment je fais le choix de m'exprimer, au lieu de dire au chef d'établissement mais c'est scandaleux, vous devriez pas être à cette place-là, et là je suis pas sûre que ça concourt à avoir des relations d'exception pour le reste de l'année, mais plutôt lui dire mais voilà, quand je vous entends dire ça, et je vois que ça n'a rien à voir avec vous, hein. Je vois que ce qui m'importe, là, moi, c'est cet accueil. Il y a quelque chose chez moi qui aimerait croire au fait que l'être humain puisse évoluer. Parce que peut-être que entre juin l'année dernière et septembre, là, ben peut-être que ce mot m'a suffisamment bougé pour qu'on le voit sous un autre angle. Et puis, ça me permettrait de lui dire qu'est-ce que ça vous fait quand je vous entends dire ça? Donc, on va moins se défaire de nos habitudes que de les voir et regarder si ces habitudes, elles sont au service de ce qu'on a envie de vivre dans la relation. Quand je t'écoute, j'ai l'impression aussi que ça nous rend plus empathiques avec nous-mêmes aussi, parce qu'on peut avoir des jugements très durs aussi envers soi. Je suis pas à la hauteur, je suis pas ci, je suis pas ça. Est-ce que tu penses que ça amène aussi plus de paix avec soi, plus d'empathie envers soi? Alors ça, c'est un enjeu, et j'aime bien que tu le perçoives dans la seconde. C'est-à-dire que les jugements, on n'a pas besoin d'attendre les jugements des autres. On est capable de se taper dessus tout seul, royalement. Comme on a été éduqué dans le jugement, que les autres nous jugent ou qu'on se juge, c'est des mécanismes en fait qui sont installés très très tôt. Et que, avec ce qu'on appelle dans notre jargon l'auto-empathie, on va se voir juger. Et que, à un moment, je dis, mais voilà, je sais pas, moi, j'avais prévu de rendre un dossier d'ici demain soir, et puis j'y arriverai pas, mais comme d'habitude, je suis naze, je suis la championne de procrastination, je me demande bien pourquoi ma patronne ou mon patron m'a fait cette confiance-là, je suis une usurpatrice. Ok, donc là, même mouvement, je laisse aller ces jugements. Et puis peut-être que je repère que je prends plus d'engagement que je suis capable de tenir. Peut-être que ça m'invite à peut-être vraiment prendre un temps pour savoir à quoi je dis oui ou à quoi je dis non. Et peut-être que justement, j'ai besoin de développer l'art de dire non pour me protéger et honorer mes engagements. Peut-être qu'à un moment, je vois que j'ai besoin peut-être de récupérer de la confiance en moi. Et donc c'est quoi les petits pas que je pourrais faire pour gagner en confiance? Alors peut-être que tous les soirs quand je me couche, et ça moi c'est une pratique que j'ai apprise grâce aux travaux de Rosenberg, les 3 axes de la gratitude. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai contribué d'une manière ou d'une autre à enrichir ma vie ou celle de quelqu'un? C'est comme si ça encourage l'axe du donner. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un a fait ou dit quelque chose et qui a contribué à mon expérience de vie, l'art du recevoir? Et est-ce qu'aujourd'hui j'ai rien fait, j'ai reçu, et c'est comme l'axe de la confiance dans la vie, et de regarder que il y a des pratiques qui vont nous soutenir si on a besoin de confiance, de reconnaissance. C'est comme si, en fait, avec cette pratique de l'autonomie, donc de cette traduction des jugements avec l'auto-empathie, on gagne en pouvoir d'action avec nous-mêmes. Parce que quand on n'apprend pas la traduction des jugements, on s'effondre. Mais d'ailleurs, dans les jugements, on dit souvent que les jugements qu'on voit des autres, c'est en réalité nos propres jugements. Ou qu'on se présuppose qu'ils pensent ça, parce qu'en réalité, moi, je pense ça de moi aussi. Alors c'est possible. Là, on va regarder qu'avec ce processus, et souvent je me dis, si je devais me faire tatouer quelque chose, c'est peut-être ce que je me ferais tatouer, c'est quand j'arrive à me souvenir que tout jugement est l'expression tragique de besoins qui sont pas entendus. Et donc c'est comme si, quand je me souviens de ça, ça m'amène dans un espace plus discerné. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit que je suis minable, ok. Alors, nos façons habituelles de fonctionner, c'est mais il ou elle a raison, c'est vrai, je suis vraiment naze, c'est comme si là je donne raison à l'autre, et là je me dévalorise. Comme on a été éduqué à avoir raison, il y a des moments où je vais dire mais pour qui tu te prends, tu parles de toi. Et donc là, on est dans le ping-pong relationnel. Généralement, ça génère beaucoup de réactions, de colère. Et avec ce processus,
on va regarder que soit en auto-empathie, ça vient me parler de quelque chose chez moi, le mouvement que je vous ai partagé tout à l'heure, là. Regardez, tiens, quand j'entends ça, de quoi ça parle? Bon, je vois que non, j'ai pas envie de donner du crédit à ça, et peut-être que ça m'aide justement à mesurer le chemin que j'ai fait pour maintenir ma confiance. Et puis après, ce mouvement empathique, où je sais que, quel que soit ce que dit l'autre, il a envie d'être rejoint. Et donc, peut-être que quand il dit que je suis minable, ça fait référence à quelque chose en particulier. Et donc nous, tranquillement, on va pouvoir demander à la personne, qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est quoi concrètement? Ben voilà, ça fait 2 fois que tu me dis que tu vas me rendre le dossier là à 16h et il est 17h. Ok. Et peut-être qu'il y a de l'exaspération derrière, parce que ça parle peut-être chez la personne de quelque chose qui a besoin de confiance dans le fait que quand on dit quelque chose, eh ben, ça va être fait dans la seconde. Enfin, on va regarder que cette personne, elle a des raisons légitimes de dire ça, pas la façon dont elle le dit, parce que ça, c'est quand même une stratégie tragique de dire à quelqu'un qu'il est minable, mais de regarder que derrière ça, on va entendre ce que la personne vit à travers ce qu'elle dit. Ça demande un peu d'expérience, parce que quand quelqu'un vous dit que vous êtes minable, peut-être que le premier réflexe, c'est d'avoir envie de lui en coller une. Ça, notre cerveau reptilien, il est capable de prendre beaucoup le lead. Mais ça s'entraîne. D'ailleurs, moi, je voulais rebondir sur ça parce que je trouve que c'est un outil très puissant et moi, j'ai commencé à l'utiliser dans ma vie. Effectivement, quand je reçois quelque chose et que tout de suite, je suis dans l'analyse en me disant il pense ça de moi, il pense ça de moi. Ce qui, moi, m'aide beaucoup, c'est, je me dis toujours, ce que je perçois, ça dit quelque chose de moi. Donc, soit d'une insécurité, soit d'un manque de confiance en moi. C'est pas lui, ça parle de moi. Et je trouve que se tourner vers soi, ça permet tout de suite, on lâche un peu prise. Enfin, ça permet de dédramatiser le ressenti. Et ça, je trouve que c'est très puissant. Oui, tu vois que dans ce mouvement-là, si il y a quelque chose qui t'impacte, parce que corporellement, tu vois bien si ça te touche ou pas. Si ça te touche, c'est qu'il y a ce que nous on appelle dans notre jargon là les besoins. Il y a quelque chose qui a envie d'être entendu. Et donc, je suis pas en train de dire que tu as de la gratitude pour la personne qui t'a traité d'abruti, parce que ça c'est quand même un mouvement encore un peu différent. Mais c'est comme si à un moment, la personne elle te donne à voir un truc qui est nécessaire à voir chez toi. Et que si on voit la vie comme ça, peut-être que c'est plus léger. En tout cas, ce que j'entends dans ce que tu partages, c'est que toi, tu récupères des moyens à ce moment-là. Que si à un moment t'as été impacté, t'es pas dupe qu'il y a une valeur, un besoin. Les ados amérindiens appellent ça leur médecine, qui a envie d'être. Et puis il y a des fois où t'es pas touché, et là c'est la célébration de dire waouh, avant je me serais écrabouillée et je m'en serais voulu et j'aurais considéré que je suis la nana la plus naze de la terre. Alors ça aide à mesurer le chemin, ce que je disais tout à l'heure. Donc d'un jour à l'autre, ça va être très différent. Et après, le fait de se relier au fait que quel que soit ce que quelqu'un dit ou fait, il est en train de nourrir un besoin, ça met aussi dans cet espace plus discerné. Et ce que j'aime beaucoup avec ce processus, c'est que je suis pas en train de valider la façon dont la personne le fait. Par contre, je ne doute pas qu'en amont de cette façon de faire, ça parle de quelque chose d'important. Et ça, c'est aussi un point une subtilité de la CNV qui est de ne pas confondre les besoins avec les moyens pour les nourrir. Dans une de tes conférences, justement, tu as dit une phrase à ce sujet, tu as dit « Il n'y a pas de conflit sur les besoins, mais sur les stratégies ». Et j'ai l'impression que ça illustre ce que tu es en train de dire, c'est que le besoin, il est là. En revanche, la façon dont on l'exprime, c'est là où il y a une marge de manœuvre. Absolument. Je prends toujours le même exemple d'un élève qui avait craché sur un enseignant. Ça, je peux pas être d'accord avec ça. Ça, c'est inacceptable. Par contre, si tous les éducateurs sont accompagnés pour cette vision du monde un peu différente, alors il se passe autre chose. Parce qu'on dit non à ça. Et ça, il n'y a pas de négociation autour de ça. C'est dans nos codes, personne crache sur personne. Par contre, si à un moment j'ai les moyens de voir que c'est un appel au secours et que derrière cette stratégie qui est tragique, il y a un besoin qui cherche à être entendu, peut-être que dans le lien que je vais créer, alors il va y avoir moyen pour que ça ne se reproduise jamais. Alors que si cet élève, on l'exclut, il va inlassablement continuer à monter dans une graduation de la violence jusqu'à ce qu'il soit entendu derrière ce qu'il voulait
nous signifier. Mais du coup, ça me fait me demander où est-ce qu'on place, parce qu'on est dans une société où il y a des sanctions. Quand on commet des crimes ou qu'on commet des choses graves, on est sanctionné. Est-ce que ça veut dire que dans la CNV, il n'y a pas du tout cette notion de sanction et donc si j'ai commis un crime, je ne suis pas sanctionné? Où est-ce que ça se place du coup? J'aime bien tes questions, parce que j'aime bien quand tu prends les extrêmes. Pour moi, quand il y a un crime, on va utiliser l'usage protecteur de la force. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on va laisser la personne en freestyle dans la rue. On va extraire cette personne pour elle et pour les autres. L'utilisation protectrice de la force. Ça, c'est non. Alors après, moi aujourd'hui, si on me demandait mon avis, j'envisagerais les prisons sous des formes vraiment différentes. Parce que pour moi, ça devrait être des lieux de réparation. Et que nous, avec la CNV, on va, et si c'est pas que nous, moi je vous parle de la CNV parce que c'est l'axe, c'est ce que j'aime étudier aujourd'hui. Il y a plein d'autres approches. On va passer en fait de la vision punitive à la réparation. Et il est possible que les personnes qui ont tué quelqu'un restent toute leur vie en prison. Ça n'exclut pas qu'on n'envisage pas la réparation. C'est d'autres axes, mais il y a des gens qui, embarqués dans certaines pulsions, ne peuvent pas faire autre chose. Donc si on le sait, globalement, on les protège d'eux et des autres. Mais avant les crimes, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait gérer autrement. C'est-à-dire que nous, et dans l'association que nous avons co-créée, qui s'appelle Déclic Communication non violente et éducation, on accompagne les éducateurs à mettre en place des systèmes restauratifs pour que s'il y a des conflits, ces conflits puissent être traités de manière restaurative plutôt que punitive. Et que oui, il y a des moments, il y a des conséquences à nos actes. Mais que on l'envisage pas sous l'axe de la punition, parce que la punition, c'est forcément une utilisation du pouvoir sur quelqu'un. Et de regarder que dans les systèmes restauratifs, quand on les pose ensemble, on envisage les sorties de route et il n'y a pas de surprise, en fait. C'est qu'à un moment, si je dépasse la limite, je sais qu'en fait, ça va me coûter tel ou tel acte. Mais il n'y a pas de vision de faire mal. C'est comment on grandit ensemble depuis un moment où chacun d'entre nous peut trébucher. Mais pour ce qui est du crime, là, c'est de la fermeté, c'est l'extraction, bien sûr. Oui, j'ai pris un exemple volontairement extrême parce que non seulement il y a un vaste sujet sur les prisons en ce moment, mais aussi pour qu'on comprenne bien que la communication non violente, c'est pas c'est pas un monde de bisounours entre guillemets. Il y a quand même des règles parce que j'imagine que vous faites face aussi à certains freins, à certaines critiques. Comment vous arrivez à lever justement les critiques autour de la CNV? Alors il y en a 1000 critiques, et moi c'est ce qui me fait progresser et j'aime beaucoup entendre les critiques. Les principales critiques, c'est celles dont tu parles, le côté laxisme, où il faudrait tout comprendre, et puis ça permettrait aux gens de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et moi, j'aime beaucoup voir combien ce processus m'a aidé à être dans une fermeté étonnante. En fait, avant, je pense que j'étais gentille au sens où j'essayais de comprendre, mais sans poser vraiment de limites. Et que grâce à la CNV, ça m'a permis d'être extrêmement bienveillante et très ferme. Si ce n'est que la fermeté, elle démarre d'un espace de relation et pas de réaction. Et ça me plaît beaucoup. Et que bien sûr qu'il y a un cadre avec la CNV. Et que dans les stages, on apprend comment on co-crée des cadres qui vont impliquer les participants. Et en sachant que plus on est impliqué dans la construction du cadre, plus on va comme adhérer à ce cadre-là. Mais quand les cadres sont imposés, par essence, l'humain, il n'est pas spécifiquement heureux de recevoir des ordres, donc il va faire des sorties de cadre. Et que, bien sûr qu'on donne des limites aux enfants. Et qu'aujourd'hui, quand les parents ou les éducateurs considèrent qu'il faut, par exemple, prendre soin des besoins des jeunes, blablabla, blablabla, il y a un épuisement. Donc avec la CNV, il y a mes besoins, il y a les tiens et les miens. Et donc c'est comment est-ce que ensemble on va trouver des moyens pour que la vie soit possible pour tout le monde. Mais c'est pas un au détriment des autres. Et là, il y a beaucoup de fermeté. Il y a des conditions de vie ensemble. Donc ça c'est les principales critiques sur l'éducation bienveillante, l'éducation positive, voilà. Bon, moi je les aime. D'ailleurs, éducation positive, bienveillante et CNV, c'est la même
catégories de types de communication? Tu les mets sous le même chapeau? Ce qui nous réunit, parce qu'en fait après je pense qu'il y a des spécificités, ce qui nous réunit, et j'aime bien voir l'aspect de ce vers quoi on tend ensemble, c'est de prendre soin aujourd'hui des enfants d'une manière qui préserve leur intégrité. Et c'est en ça où on chemine ensemble vers ça. Et qu'aujourd'hui, avec les apports des neurosciences affectives et sociales, on se rend compte quand même qu'il y a des attitudes qui sont délétères pour le cerveau des enfants. Et que la relation idéale pour un enfant, elle est empathique, elle est bienveillante, elle est apaisante, elle est rassurante. Et que pour moi, la bienveillance, elle ne se décrète pas, elle s'accompagne. Et qu'aujourd'hui, nous, à Déclic, on milite beaucoup pour intégrer la CNV dans la formation initiale de tous les enseignants et les chefs d'établissement, les inspecteurs, tous les personnels qui sont autour des enfants, parce que demander aux gens d'être bienveillants sans les accompagner sur ce qu'ils font qui sont pas bienveillants, pour moi, on crée encore un fossé. Et qu'il y a un enjeu pour accompagner ce que je partageais en début de notre rencontre. Comment est-ce qu'on peut se croire non violent et l'être? Et comment on va donner aux éducateurs les moyens de leur intention éducative? Et comment on accompagne, par exemple, la sortie de la punition pour aller vers la restauration? Et que dans les stages, on a des expériences, par exemple, autour de la punition qui sont marquantes. Et de regarder que à peu près 80% des punitions démarrent sur la colère des adultes. Donc dès qu'un adulte sait accompagner ses propres colères, globalement, l'enfant n'est plus otage de la colère de l'adulte. Donc, on a quand même, je trouve, des moyens d'action qui sont hyper efficaces. Parce que, pour moi, c'est pareil. Tu vois, de demander aux gens de plus punir, demander aux gens d'être empathiques ou bienveillants sans leur apprendre à faire autrement, pour moi, c'est une hérésie. Oui, parce que ça peut mener effectivement qu'on n'a pas les clés à de l'épuisement, comme tu le disais avant. Et d'ailleurs, les neurosciences, ça me fait penser à Catherine Guéguin, qui a fait pas mal de recherches et qui a écrit pas mal de livres justement sur l'impact du développement de l'enfant via l'empathie, l'écoute. Donc on arrive à le prouver de plus en plus que, effectivement, de la violence peut être vraiment délétère dans le développement même du cerveau de l'enfant. Donc on a tout intérêt à accompagner nos jeunes générations différemment. Oui, parce qu'aujourd'hui, on prouve que ça a une atteinte du cortex orbitofrontal et que le cortex orbitofrontal, c'est le lieu de l'empathie, c'est le lieu de la régulation des émotions, c'est le lieu où on est capable de faire des choix éclairés. Donc aujourd'hui, c'est un enjeu en fait que d'accompagner les éducateurs autour de ça. Et d'ailleurs, dans le dernier bouquin qu'on a coécrit avec Catherine Guéguin et Catherine Schmeder, qui s'appelle Développer les compétences psychosociales à l'école, osant la communication non violente. La première partie, c'est une partie que Catherine a faite justement avec les avancées des neurosciences. Donc je trouve ça passionnant et en même temps difficile, parce que être un éducateur aujourd'hui et être conscient de l'impact sans qu'on leur donne les moyens, je trouve que ça peut être vécu comme très très violent. Et que moi, je continue de militer pour accompagner les parents et les éducateurs, pour leur donner les moyens, justement, d'aller dans le sens de ces avancées des neurosciences. Et notamment, leur apprendre ce qu'est l'empathie. Ça s'apprend. Même si c'est notre nature, comme on a été éloigné par tout ce vocabulaire qui nous en a coupé, on réapprend finalement les compétences qui étaient nos compétences originelles. Donc moi, mon rêve, c'est que dans 2 générations, tous les livres de CNV, tous les stages, tout ça, c'est disparu et que ce soit rangé à côté des bouquins des dinosaures. Moi, j'aime beaucoup dire que je travaille à ma disparition. Parce que si on élève les gosses aujourd'hui comme ça, dans 2 générations, tout ça, ce sera obsolète. Et ça, ce serait mon rêve absolu, vraiment. Ça serait beau, effectivement. Mais d'ailleurs là, je pense que la majorité des gens qui nous écoutent ne connaissent pas forcément la communication non violente. Donc maintenant, si on a envie comment on se forme, Véronique, si on a envie de faire un premier pas vers la communication non violente, qu'est-ce que tu conseilles aux gens? Moi, j'ai démarré avec un livre, au moins pour peut-être avoir une vision de ce que ça peut être. Moi, j'aime beaucoup le livre de référence de Rosenberg. Les mots sont des fenêtres, parfois des murs. Je trouve que tout est dedans et je trouve que c'est un livre qui est facile à lire
Et c'est le livre où souvent, en blaguant, je dis, mais je l'ai relu je sais pas combien de fois, et c'est le genre de bouquin où j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui rajoute des pages dedans. J'aime beaucoup cette sensation. Et puis après, peut-être des initiations avec des personnes qui sont certifiées. Et là, il y a un site des formateurs certifiés en France, en Europe, dans le monde. La certification, c'est un chemin qui dure en moyenne 5 ans, qui nous permet d'accompagner des groupes à cette découverte et à faire de la CNV, pour moi, moins un outil de communication qu'un chemin de conscience qui va nous permettre de regarder avec quelle intention finalement j'arrive dans la relation, avec quelle intention finalement j'ai envie d'utiliser entre guillemets la communication non violente. Parce que ça c'est terrible. Utiliser la communication non violente pour obtenir ce qu'on veut de l'autre, c'est tragique. C'est pas fait pour ça la CNV. La CNV, c'est vraiment fait, comme tu disais tout à l'heure, à la fois pour prendre soin de soi, développer les moyens d'une écoute de l'autre et voir comment ensemble on va pouvoir prendre en compte nos besoins mutuels pour vivre des relations de qualité. Et donc dans les stages, on apprend ça. C'est quoi la durée moyenne des stages pour ceux qui auraient envie de s'inscrire? Alors, on parle, nous, des 6 jours de base. Il y a 2 jours où on apprend justement ce chemin vers soi, de l'auto-empathie. 2 jours sur l'empathie. Comment est-ce que je vais apprendre à me mettre en lien avec l'autre, à repérer toutes les habitudes d'écoute qui n'en sont pas. Et puis 2 jours sur le dialogue. Comment est-ce que je commence à dialoguer? Comment est-ce que je commence à dire et entendre des noms sans que pour autant ça puisse altérer la relation. Donc en moyenne, c'est 6 jours. Et après, je dirais que c'est toute une vie. Moi, ce que je disais, au bout de 18 ans, je continue inlassablement d'être curieuse. Mais ça ne veut pas dire 18 ans de stage. Après, c'est une recherche personnelle avec des temps de retour vers soi dans la journée pour regarder où j'en suis, comment je vais. Parce qu'il y a 2 questions avec la CNV. C'est comment je vais et qu'est-ce qui me rendrait la vie belle. Et comment je vais, ça me permet de voir qui arrive dans la relation. C'est-à-dire que si je sais pas comment je vais, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. À un moment, l'autre, il va s'arranger pour appuyer sur le bouton qui va être le révélateur de ce qui avait besoin d'être entendu chez moi. Et donc, plus je sais comment je vais, moins je dirais que j'offre aux autres l'occasion de me révéler ce qui était révélé. Mais moi, j'aime bien voir la vie comme ça. Je suis assez amusée de la voir comme ça. C'est très simple dans les exemples. C'est le jour où vous arrivez au boulot, le matin vous avez passé c'était plutôt tranquille, et puis ce jour-là vous trouvez que tous vos collègues sont sympas. Et puis le lendemain, je sais pas moi, votre chien a pissé sur le paillasson, vous êtes tapé un embouteillage, vous êtes harponné avec votre compagnon, votre compagne, et là vous avez l'impression que tous vos collègues, mais il y a une coalition et vous les trouvez tous plus crétins les uns que les autres. Donc je me dis, si je sais comment je vais, peut-être que je trouve moins mes collègues crétins et je les vois comme des cadeaux qui me révèlent que peut-être j'ai besoin de prendre un temps de respiration avant de m'embarquer dans une réunion. Donc ça permet de voir la vie sous un angle fondamentalement différent, ça j'en suis sûre. Et après, dans le rêve, c'est comment on co-crée des groupes au sein des organisations pour que ces groupes voient si l'organisation à laquelle j'appartiens contribue pour chacun ou si il y a des choses à faire évoluer. Et je disais tout à l'heure en début de rencontre, on allait peut-être y revenir, mais que globalement, le langage conditionné des ordres, des exigences, du délit de responsabilité et des jugements nous a maintenus dans une structure qui est très pyramidale, où finalement il vaut mieux être le prof que l'élève, le parent que l'enfant, le patron que les ouvriers, et de regarder que on maintient des systèmes de domination et où les conséquences, c'est la soumission ou la rébellion. Et Kreuzenberg disait, je ne suis pas sûr que ce que je vous propose, ce sera mieux. Par contre, je peux vous assurer que ce sera différent. Et que si on éduque les enfants, non pas à partir d'il existe le bien et le mal, et comme l'humain ne sait pas ce qu'est le bien et le mal, eh ben, s'il fait bien, il aura des récompenses, s'il fait pas bien, il sera puni. Et pour ça, on va intégrer le langage dont je vous ai parlé avant. Si on l'éduque
avec un autre présupposé qui est que l'être humain aime contribuer, on va l'éduquer autrement, et peut-être qu'en l'éduquant autrement, on va créer des systèmes de coopération, de collaboration, et qu'au bout du bout, il y aura peut-être une répartition des ressources plus juste sur Terre. L'enjeu de la société, de la CNV, il n'est pas psychologique. Ah oui, une des critiques, tiens, c'est ah ouais, avec votre psychologie à 2 balles. Et alors c'est ça, moi ça m'amuse beaucoup quand j'entends ça, parce qu'effectivement, même si Rosenberg était psychologue, moi je me vois pas du tout psychologue. Par contre, l'objectif sociologique de la CNV m'intéresse, parce que si on maintient cette motivation à contribuer pour chacun d'entre nous, alors peut-être il y aura une plus juste répartition des ressources. Et moi je me dis, si je me levais un matin avec la certitude qu'aucun papa ou aucune maman aurait des doutes pour donner à manger à son enfant, je crois que je pourrais rester au lit couché et savourer ce moment-là. Ça, c'est mon rêve. Vraiment. Ouais, les enjeux vont vraiment plus loin, en fait. Une société plus juste, plus égalitaire, plus harmonieuse, en fait. C'est ça. Oui, oui, mais en tout cas, qu'il y ait une répartition pour que chacun puisse être dans sa dignité, préserver son intégrité, avoir un toit, manger, développer la spiritualité qui est bonne pour lui. Et quand je me relie à ça, je crois que ça nourrit de l'espoir, en fait, avec ce processus que je le verrai pas devenir, mais je me dis, c'est un moyen pour tendre vers ça. Voilà. Très humblement. Pour finir cette conversation, Véronique, quels sont, selon toi, les champs d'application ou les sphères dans lesquelles vraiment la CNV peut être très puissante? Alors j'entends que ça peut s'appliquer un peu partout, mais toi, tu as parlé d'éducation notamment. Quelles sont les sphères où vraiment on a intérêt, selon toi, à développer la CNV? T'as commencé justement tout à l'heure, pour moi, c'est à l'intérieur de soi. Parce que moi, j'ai beaucoup transformé. Moi, au début, avec mon côté un peu caractère, un peu speed et tout, pour moi, je voulais changer le monde. Il y avait vraiment, très modestement. Mais je vois que plus j'avance en âge, plus je me dis que c'est changer mon monde. Le monde extérieur, il est à l'intérieur de moi. Et comment moi, si je pacifie tous les aspects qui ont besoin d'être pacifiés, peut-être que je vais rayonner quelque chose de différent. Et de cet espace-là, modestement, on est d'accord, de regarder, est-ce que, à ce moment-là, avec cette conscience d'où j'en suis, je peux apporter cette contribution, par exemple, à l'éducation nationale. Ça, c'est ce qui me met en mouvement, et auprès des parents. Parce que si, aujourd'hui, on n'éduque pas les enfants de manière radicalement différente, on va obtenir ce qu'on a toujours obtenu. On peut quand même pas espérer de changement si on continue de faire ce qu'on a toujours fait. Donc pour moi, l'enjeu majeur, ce serait d'accompagner les parents au moment où ils font les déclarations de grossesse, ce que disait ma collègue Catherine Schwiner. S'il y avait une possibilité pour tous les parents d'être accompagnés sur une petite dizaine d'heures ou 12 ou je sais pas, au moins qu'ils sachent que ça existe et qu'ils puissent créer des communautés de soutien, peut-être que ça ferait un delta, peut-être. C'est là où je mets mon attention, peut-être que je m'illusionne, et en même temps, voilà, j'ai envie de me dire, je fais ma part en croyant à ça, quoi, en accompagnant ceux qui accompagnent. Pour moi, l'urgence, aujourd'hui, c'est de prendre soin de ceux qui prennent soin. Prendre soin des parents, prendre soin des éducateurs, prendre soin des soignants, prendre soin. En tout cas, c'est une très belle mission, Véronique. Elle est pas du tout vaine, je pense. Et je retiens cette phrase pour finir notre échange. Le monde extérieur, il est à l'intérieur de soi. C'est très juste. Et je pense que ça résume bien un peu tout ce que tu nous as dit là pendant 45 minutes. Donc, j'espère que tout ce que tu as partagé donnera envie au plus grand nombre, en tout cas, de s'intéresser à la CNV, communication non violente. Je remettrai du coup toutes les ressources que tu as partagées, que ce soit ton livre coécrit avec Catherine Guéguin ou celui de Rosenberg, pour ceux qui auraient envie de faire un premier pas et d'avoir des premiers clés pour expérimenter cet outil. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu aurais envie d'ajouter à notre conversation? Merci pour ce temps partagé, pour tes questions qui font que je continue de m'interroger, qui m'aident à rechoisir inlassablement l'axe vers lequel j'ai envie de mettre mon attention. Donc merci pour ce temps. Merci beaucoup à toi, Véronique. C'était un plaisir en tout cas de t'écouter.
Bonne journée! Merci, à toi aussi. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée, et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.